Exactement. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir et surtout d'accueillir François Balta. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Snayers, présidente de la SF Coach, et je suis ravie donc d'accueillir François Balta dans le cadre de notre programme Temps du lien qui a commencé avec Dina Scherer la semaine, il y a une quinzaine de jours maintenant, et qui se continuera. Vous avez, j'imagine, puisque vous êtes là, reçu le programme. Alors François, je le connais depuis un petit temps, puisque j'ai le plaisir d'être supervisée par François depuis tellement d'années que je ne les compte plus, 7 ou 8 ans. Il m'a permis d'approfondir l'approche systémique que j'avais pu apprendre dans d'autres lieux. Et je trouve que c'est merveilleux de pouvoir avoir François qui va nous parler de l'approche systémique. Une approche systémique que lui qualifie de coopératif et pas collaboratif. Bon, j'ai dit collaboratif, c'est pas collaboratif, c'est coopératif parce que ça veut dire qu'on est entre égaux, entre coachs, et que dans la relation coach-coaché, dans ce qu'il va nous parler aujourd'hui, dans cette circularité dont il va nous parler, il y a quelque chose de l'ordre que chacun joue son rôle et il va essayer de nous présenter à travers un PowerPoint. Et si vous en avez marre des PowerPoint, vous leverez la main, je continue à admettre, en parlant de la circularité, en parlant de notre place en tant que coach dans la relation avec le coaché, des logiques qui peuvent te mettre en place, et de parler aussi d'un certain nombre de situations qu'il aura pu vivre. Et j'espère que vous pourrez nous en apporter aussi. On va essayer de le faire de façon le plus, c'est ce que François souhaite et je vais lui laisser la parole, la plus interactive possible. Donc, la façon dont on va fonctionner, c'est, vous l'avez compris, le chat fonctionne. Donc, posez des questions à travers le chat, vous faites des commentaires à travers le chat. Moi, j'essaierai de le lire en live. On va faire des pauses, entre guillemets, pas des pauses bio, mais François s'arrêtera, on départagera l'écran régulièrement. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à ce moment-là, justement, il puisse y avoir des échanges, questions, texte ou questions live. Si vous avez une question live, vous connaissez le principe de lever la main. Donc, comme ça, moi, je verrai la main et je pourrais dire à François, il y a X, Y ou Z qui veut poser une question. Vous êtes nombreux, vous êtes pour le moment 48. Donc, c'est super. Et puis, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont encore arriver. Donc, questions via le chat que je ferai remonter ou en live, c'est aussi bien. Et puis, j'ai oublié de dire quelque chose, François. Je ne sais pas, non, je ne pense pas, non. Non. Donc, je suis ravie. C'est bon. C'est bon? C'est bon, ça donc, marche. François est OK pour que vous ayez vos micros, sauf si effectivement le chat, le chien, le poisson rouge viennent à vouloir intervenir. Enfin, le poisson rouge, il y a moins de risques. Les poissons rouges, moi j'en avais un, et quand on rentrait dans la cuisine, il sautait, il faisait des bruits pour réclamer à manger. Écoute, il était tout à fait capable de manifester, il était sensible à la présence. Non, il n'y a pas de souci. Donc, écoute, François, je te laisse la parole et encore une fois, un grand merci. Okay, merci à vous tous, en tout cas, de consacrer une partie de votre soirée à cette discussion. On va démarrer tout de suite. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu dans quel contexte de réflexion je me place, de donner juste quelques indications brèves sur cette idée de circularité et ensuite de passer à quelque chose qui est un peu plus spécifique, qui m'intéresse particulièrement, qui est que nos échanges… Tu avais un cahier bleu. Un cahier bleu. Un cahier bleu un peu brillant dans la pièce en bas. Oui. C'est vrai qu'on a entendu que François avait envie des micros, mais sincèrement, pour l'écoute, c'est un peu compliqué. Oui, si les personnes pouvaient faire attention à ne pas faire trop de bruit, ce serait que les gens n'ont pas trouvé leur cahier bleu dans le sous-sol, effectivement, c'est un peu la vie, quoi. Mais bon, j'espère que le cahier bleu a été retrouvé, le monde est sauf, donc voilà. Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu dans quel contexte, quel postulat de base je pars. Ensuite, comment comprendre ce principe de circularité qui me semble si important, de co-construction. Et puis, troisième temps, c'est de vous proposer une lecture de la complexité de nos échanges qui, à mon sens, repose sur 3 logiques différentes, mais qui sont à la fois, c'est le paradoxe, qu'elles sont antinomiques et en même temps qu'elles sont toujours coprésentes. Voilà, donc on va parcourir ça assez rapidement.
Et puis, à chaque séquence, on fera une petite pause. J'arrêterai le PowerPoint. Il n'y a rien de plus emmerdant qu'un PowerPoint, surtout si on se contente de le lire. C'est, a priori, on fera des pauses pour un peu échanger et voir les questions que vous pouvez vous poser ou me poser et qu'on discute ensemble là-dessus. Donc, je vais mettre mon partage d'écran et on va démarrer. Voilà. Donc, l'idée, c'est… Bon, ça, c'est le programme de la soirée. Voilà. L'idée, c'est… je me situe dans cette perspective où on est une petite chose dans le monde. Normalement, on devrait représenter la circularité de nos échanges en se mettant à l'intérieur du monde avec lequel on échange. Normalement, ayez en tête cette idée que, alors, en réalité, ce n'est pas la vraie représentation parce que j'aurais dû mettre un gros moi et un tout petit monde. C'est quand même nous qui sommes les plus importants. Donc, on sait bien qu'on n'est qu'un 7 milliardième de l'humanité et qu'il y a plein d'autres choses en plus dans ce monde. Mais quand même, le centre du monde, j'aurais dû mettre moi au centre, mais là, je l'ai mis exprès un peu décentré parce qu'on la représentation qu'on va utiliser est une représentation qui induit en erreur, qui est de penser qu'il y a moi et le reste du monde. Comme si le reste du monde m'était extérieur. En réalité, le reste du monde, c'est la perception que j'en ai et moi, je l'influence par ma présence puisque je suis en réalité dans ce monde. Je suis dans le monde dans lequel je suis et le monde dans lequel je suis, il est en moi, dans ma représentation. Cyrulnik le disait, je crois, hier soir, il disait les informations importantes, c'est celles qui ont du sens pour moi. Le reste, je ne le perçois pas, je ne le vois pas. Et ben, c'est exactement ça. Le monde existe en moi, mais c'est une partie du monde qui existe en moi, mais moi, j'existe dans le monde complet, même les parties que je ne vois pas. Donc, c'est de cette idée-là que nous n'existons, nous ne pouvons exister, nous n'exprimons ce que nous pensons être ou ce que nous devenons qu'à travers cette circularité, cette circulation permanente d'informations entre soi et le reste du monde. Et donc, le monde m'influence, j'influence le monde et on est dans cet échange, ces processus. Si ces processus d'échange s'arrêtent, on est mort. J'ai besoin de prendre de l'oxygène, j'ai besoin de rejeter du gaz carbonique, j'ai besoin de prendre de la nourriture et de rejeter mes excréments, j'ai besoin de prendre des informations et de laisser tomber et d'en mettre moi-même sur les réseaux ou partager avec d'autres. J'ai besoin de reconnaissance et si j'en donne pas, je risque de ne pas en recevoir. J'ai besoin d'affection et j'ai besoin d'exprimer de l'affection, j'ai besoin de recevoir et j'ai besoin de donner. Donc, si ces processus-là s'arrêtent assez rapidement, on meurt. Et si ces processus-là sont mal calés, mal équilibrés, eh ben, on souffre. Voilà. Donc, et c'est difficile d'éviter de ne pas être dans cette souffrance. Si on le rapproche un peu plus, ce n'est pas simplement moi et le monde, on va dire moi et les autres, tu et il, on s'influence par nos comportements. Et j'insiste beaucoup là-dessus, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête, dans les tripes des autres, on le suppose à partir des comportements. C'est ce qui fait que pendant un moment, on a dit que l'approche systémique, c'était une approche comportementale. Mais pas seulement, on a beaucoup réinsisté, je dirais, en s'opposant un peu à la psychanalyse, sur le fait qu'il fallait regarder ce que les gens faisaient et simplement écouter ce qu'ils racontaient. Mettez le micro quand vous voulez me poser une question, vous pouvez m'interrompre, mais si c'est pour parler d'autre chose, il vaut mieux le couper là, effectivement. Donc, on est dans cet échange, les comportements sont visibles, constatables, enregistrables. Ce qu'on dit là, on peut l'enregistrer, l'image, on peut l'enregistrer, mais les pensées qu'on a, là, il n'y a pas d'appareil pour les enregistrer. Les émotions qu'on ressent, elles ne sont pas visibles, elles sont visibles à travers les comportements et on les suppose, on les présuppose.
pour moi-même, je peux tout à fait avoir l'idée de ce que je ressens, et je peux me tromper d'ailleurs, ou je peux n'en voir qu'une partie et puis pas négliger une autre. Mais pour les autres, il faut vraiment être modeste. Je ne sais, je suis pas à l'intérieur, je suis pas dans leur intérieur, mais par contre, je fais partie de leur monde à travers ce qu'ils voient de moi et ce que je vois d'eux. Donc, on part de cette boucle qu'on va un peu compliquer, parce que là, on voit le visible, mais il y a toute une partie invisible. Cette partie invisible, elle comporte mes pensées et les émotions, ce que je ressens, ce que je pense. Et puis, il y a la même chose chez l'autre, mais là, je ne sais pas vraiment ce qu'il pense et ce qu'il ressent, je le suppose. Hein. Donc, c'est important parce que dans notre façon de travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les situations, mes comportements ont lieu toujours dans un contexte qui influence l'expression de ces comportements. Mais que mon comportement, c'est la voie finale commune de tout ce travail intérieur, conscient, inconscient, préconscient, automatique, de pensée, d'émotion, qui font que j'ai une interprétation du monde que je vois et j'en tiens compte pour satisfaire les besoins ou les pulsions que je peux ressentir, donc, ou le projet que je peux avoir. Donc, nécessairement, toute situation est une co-construction. Si ce soit une situation de réussite ou une situation d'échec, c'est co-construit, c'est pas tout seul. Je ne peux pas réussir tout seul, je ne peux pas échouer tout seul. Quoi qu'échouer, on y arrive plus facilement, on arrive plus facilement à recruter les autres pour échouer que pour réussir. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça veut dire que dans toute situation, on n'est jamais totalement impuissant, mais on n'est jamais totalement tout-puissant. Donc, il faut renoncer à la toute-puissance et en même temps, il faut renoncer à l'impuissance victimaire, qui est quand même une position assez stable, où c'est toujours les autres qui sont méchants, c'est à cause d'eux que, et nous, on n'y est pour rien. Si une situation problème dure, on y est pour quelque chose, c'est-à-dire que ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas participe de l'entretien de cette situation. C'est assez bête et méchant, c'est-à-dire que nos intentions sont du côté de la pensée, là, dans mon intériorité, mais mon comportement m'échappe parce qu'il est mis dans un pot commun dont les autres s'emparent et en font ce qu'ils veulent. Ils en pensent ce qu'ils veulent, ils en ressentent pas nécessairement ce que je veux. Donc, je n'ai pas la maîtrise des réactions des autres. La seule marge de manœuvre que j'ai, c'est de tenir compte de leurs réponses pour éventuellement comprendre quelque chose de pourquoi ils ne réagissent pas comme je souhaite qu'ils réagissent. Donc, dans les professions d'accompagnement, c'est tout à fait important. Ça veut dire que quand ça ne marche pas comme je veux, eh ben, ça veut dire que mon client, mon coaché, il est en train de me donner des informations sur ce qui est important pour lui, sur sa façon de ressentir et de penser, comment il a perçu ce que j'ai fait, et le décalage entre la réponse attendue et la réponse que j'obtiens, c'est ce qui va me permettre de mieux comprendre son monde et de mieux comprendre la difficulté dans laquelle il est, puisque nécessairement, comme je viens de le dire, la difficulté dont il se plaint, qu'il le veuille ou non, il y participe. Ça ne veut pas dire qu'il est la cause du problème, mais ça veut dire qu'il est pris dans un problème dont il n'a pas trouvé à se dépatouiller autrement qu'en faisant des choses qui nourrissent le problème. Si on arrête de le nourrir, le problème, c'est pareil, il n'est plus là. Hein. Il y a autre chose à la place. Donc, c'est très important de comprendre cette idée qu'on a toujours une marge de manœuvre, elle peut être extrêmement limitée, ça peut être vivre ou mourir, ce qui est un peu extrême, hein, c'est un peu tout ou rien, mais choisir de vivre, c'est pas exactement le même choix, ce n'est pas les mêmes valeurs que choisir de mourir. Mais on a un choix. C'est peut-être l'autre qui nous tue, mais c'est nous qui choisissons, dans un certain nombre de cas, plutôt de fuir, de partir ou d'affronter et de prendre un risque. Donc, ce que je veux quand j'accompagne quelqu'un, c'est lui donner une marge de manœuvre par rapport à une situation dont il se plaint, mais je ne veux pas que cette marge de manœuvre, je ne veux pas que ça le mette en danger, et je pense qu'il fait déjà le mieux qu'il peut. Hein. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les implicites qui limitent ses possibilités d'agir, mais je n'ai pas de solution pour lui. Mais il faut que je l'aide à assumer les conséquences, que s'il fait une chose, ça va avoir des conséquences qui ne sont pas toujours prévisibles, mais s'il fait autre chose, il y aura aussi des conséquences et il faut les assumer. Bon.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Alors, on va arrêter le partage d'écran, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est la base sur laquelle je m'appuie, qui est effectivement de toujours chercher quelle est la marge de manœuvre que chacun de nous a dans un système contraint. Vous savez, le fameux débat sur le libre arbitre qui n'existerait pas, et les sociologues qui sont pour un déterminisme complet, les scientifiques qui sont dans l'idée que la liberté, ça n'est que l'ignorance de nos déterminismes. Alors moi, j'ai un point de vue assez différent. Il n'y a pas de liberté absolue, mais il n'y a pas de déterminisme absolu non plus. Il y a un déterminisme statistique. Mais d'après ce que j'ai compris des statistiques, normalement, la vie sur Terre n'avait qu'une chance sur je ne sais combien de milliards d'apparaître. À partir du moment où elle est apparue, les statistiques ne nous servent plus à grand-chose. Vous avez peut-être une maladie ou un proche a une maladie où il a, je ne sais pas, une chance sur 10 de s'en sortir. Ben, s'il s'en sort, il s'en sort. S'il a 90 chances sur 100 de s'en sortir et qu'il meurt, ben non, c'est 100%, il est mort à 100%, il n'est pas mort à 10%. Donc, a priori, les statistiques ne nous aident pas par rapport à nos choix. Ils nous guident, ils nous influencent parce qu'on essaye de maximiser nos chances, mais a priori, il faut que j'assume que ce que je fais peut tout à fait avoir des conséquences, des suites que je n'ai pas prévues et auxquelles il faudra que je fasse face. Mon boulot, c'est d'aider la personne, si elle modifie son comportement, à faire en sorte qu'au moins ça ne devienne pas pire. Voilà. Si ça peut être mieux, tant mieux, mais au moins, faisons attention parce que c'est déjà ce qu'elle fait. Elle essaye de faire en sorte que ça ne soit pas pire de son point de vue. Pas pire dans l'absolu, parce que le pire dans l'absolu n'existe pas. C'est un pire relatif. On sait bien que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc, je ne peux pas séparer les deux. Je ne peux pas séparer le bonheur des uns du malheur que ça fait aux autres. Donc là, c'est pareil, je ne peux pas séparer totalement les avantages et les inconvénients, mais comme je pense que la personne fait de son mieux, eh ben, je vais essayer de faire en sorte que ça ne devienne pas pire. Donc, c'est une posture, vous voyez, d'accompagnement qui n'est pas, je ne suis pas un distributeur de solutions, a priori, c'est ce qu'on dit classiquement, ce qui ne m'empêchera pas de proposer des options de solutions. Si j'ai des idées sur comment la personne pourrait faire, je ne vais pas hésiter à le lui dire. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à ces postulats de base? Émilie? Oui, Émilie? Oui, simplement quand tu dis « je ne vais pas hésiter à le lui dire si j'ai des idées », est-ce que là, on ne commence pas à glisser vers consulting du coup? Ah là là, c'est pas bien, ça c'est interdit. C'est interdit. Je savais que tu allais aimer. Si on fait du coaching, on ne s'occupe pas de la psychologie des gens, on ne leur donne pas de conseils, on ne leur donne pas d'options. Non, non. Donc, non, mais je trouvais intéressant peut-être que tu développes un tout petit peu parce que voilà, je me disais qu'il y a peut-être une petite sensibilité peut-être parmi nous tous autour de ça et je trouvais que c'était chouette peut-être que tu développes un peu si ça ne t'embête pas. Exact. Mais au contraire, ça, tu me donnes une occasion. Tu connais l'histoire que je raconte tout le temps à ce sujet-là. Je ne sais pas, raconte. Non, il y a une devinette que je pose tout le temps par rapport à cette histoire. Consulting, thérapie, coaching, je suis pas sûre, je m'en souviens. En tout cas. Ouais, raconte. Non, c'est quel est l'animal qui mange avec sa queue? Ah non, celle-là, je m'en souviens. C'est dommage, dans le livre des animaux, j'aurais dû la mettre, celle-là. Alors, l'animal qui mange avec sa queue, habituellement, je vous donne les réponses qu'on me donne. Il y en a qui ont pensé. Il y a celles qui pensent à l'éléphant, mais elles se trompent de côté. Il y a ceux qui pensent au castor, mais il construit sa maison, il ne mange pas avec sa queue. Il y a ceux qui pensent au petit singe qui a une queue préhensible et tout. Bon, il y a autre chose, non? Non, a priori. Alors, je vais vous dire, c'est vraiment niveau CP. Hein. Là, ce n'est pas niveau DU coaching, DU executive coaching. Hein. Mais n'empêche que c'est plutôt niveau CP, mais c'est quand même intéressant. C'est tous les animaux qui en ont une parce qu'ils ne l'enlèvent pas pour manger. Non, je ne m'en souvenais pas en tout cas. Voilà, donc quand les gens viennent nous voir, ils viennent, je ne vais pas dire avec leur queue parce que ça élimine la moitié de la population, mais ils viennent avec leur passé, ils viennent avec leur enfance, ils viennent avec leurs projets, ils viennent avec leur relation familiale, ils viennent avec leur névrose, ils viennent avec ce qu'ils sont. Ils sont tout entiers avec nous. La porte d'entrée, c'est la demande de coaching.
Mais dans les seuls coachings que je connais qui marchent bien sans aucun problème, en réalité, regardez vos pratiques, vous verrez que ce n'est pas des coachings que vous avez appris dans les écoles de coaching. En réalité, c'est du consulting, c'est du conseil, c'est du training, c'est de la formation individualisée. C'est des gens qui viennent en disant « j'ai un problème, je ne sais pas comment faire avec ça ». Et on lui dit « est-ce que vous avez essayé ceci ?» Alors, si on est supervisé, on fait gaffe, on ne dit pas qu'on a donné un conseil, on a suggéré une idée, on a proposé une grille de lecture, on a conseillé de lire un bouquin que tu as édité, Émilie, et qui est particulièrement intéressant sur des fiches outils du coaching. Voilà. Évidemment, c'est un must-have. On fait des choses, mais pourvu qu'on ne soit pas pris, il ne faut pas présenter ça le jour de l'examen pour être coach, mais en tout cas, et les gens, ils disent « ah oui, tiens, je n'avais pas pensé à ça, oui, c'est pas bête, tiens, je vais essayer », et puis ils essayent, puis ils apprennent, puis ça marche très bien. Ils sont très contents. Je pense que 60-70% de nos coachings sont de la formation individualisée. Super, mais je préférais juste que, voilà, je trouve ça intéressant que tu le partages avec nous, cette vision. Mais il ne faut pas le dire pour le jour de l'examen, c'est le seul truc que je dis. Par contre, moi, comment je fais? Quand les gens viennent, qu'ils ont un souci et que j'ai l'idée d'une solution qui me vient en tête, je ne veux pas être parasité par cette idée de solution parce que si je m'interdis de la mettre en circulation, elle va quand même suinter dans toutes mes questions, dans mes interrogations, dans mon non-verbal. Je vais suggérer que je l'ai eu. Alors, comment je vais faire? Si ça me vient très rapidement dans l'entretien, je vais brûler ma suggestion d'une manière toute simple, c'est que je vais lui dire, on a dû déjà vous conseiller souvent en quoi ce n'est pas une bonne idée. Et je vais mettre ma proposition, je vais la mettre en circulation pour que la personne m'explique pourquoi elle a rayé de la liste. Parce que si ça est évident pour moi en 5 minutes, normalement, elle y a pensé aussi, elle n'est pas complètement idiote, ou on le lui a déjà dit. Mais moi, il faut que je me débarrasse de ce parasite. Et du coup, je vais le rendre utile en le mettant en circulation et en demandant à la personne de m'expliquer pourquoi ce n'est pas bien pour elle. Et elle va m'expliquer que c'est contraire à ses valeurs, que c'est contraire à son expérience, qu'elle ne croit pas que ça peut marcher, qu'elle a déjà essayé 100 fois et que ça a merdé complètement, ça a même aggravé les choses. Donc, du coup, on crée de l'alliance au lieu de créer de l'humiliation, parce que si je lui dis « mais il n'y a qu'à, il suffit de, pourquoi vous ne faites pas ça ?» c'est évident que la personne va me dire « ah, non, on va casser la relation. » Si je lui dis « on a dû souvent vous dire que, on vous a certainement conseillé de, en quoi ce n'est pas une bonne idée ?» La personne, elle peut tout à fait dire « ah si, tiens, je n'y avais pas pensé, ce n'est pas une mauvaise idée là, ce que vous me dites là. » Et il s'en empare et on travaille ensemble. Et sinon, elle me dit « bah oui, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y a ceci, il y a cela. » Et puis ça me calme un peu dans dans l'idée que j'ai, ce serait mieux si elle faisait comme ce que je lui dis que ce qu'elle fait, quoi. Est-ce que je réponds à ta question, Émilie? Je remets le micro. Oui, puis je pense quand je vois le chat que même depuis Montréal, alors si en plus depuis Montréal, des personnes sont contentes, je suis d'autant plus contente. Voilà, je vois que Valérie Sanchez notamment nous a dit que ça lui a dit, voilà, que c'était une idée bien. Donc je suis ravie. Merci à toi, François. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions là-dessus? C'est ça que j'appelle une posture coopérative, c'est d'utiliser tout ce que la personne m'apporte. Je le considère que c'est des cadeaux qu'elle me fait, on y reviendra en fin de soirée, là. C'est des cadeaux qu'elle me fait pour que je puisse faire mon travail correctement. Elle ne peut pas ne pas être elle-même totalement. Elle est comme les animaux, l'animal qui mange avec sa queue, c'est tous ceux qui en ont une. Ben là, c'est pareil, elle ne peut pas ne pas être elle-même. Elle est elle-même avec ses peurs, avec ses réticences, avec ses cachotteries, avec ses hontes, avec ses envies, avec ses désirs, avec ses contradictions. Donc, je ne vais pas saucissonner la personne en disant « ça, c'est bien et ça, j'en veux pas ». Non, parce que tout ça forme un tout. Ce tout, c'est le fruit de ses expériences, c'est le fruit de sa vie. C'est ce qu'elle a synthétisé. Alors, ça peut être un peu château-branlant, ça peut être inconfortable même pour elle, mais n'empêche que c'est le fruit d'années et d'années d'expérience, de vécu, et qui sont synthétisées dans cet instant présent et qui essayent d'aller dans une certaine direction et qui rencontrent des obstacles. Et ça m'intéresse, cette complexité-là m'intéresse. Je pars d'un principe, c'est que vivre, c'est pas simple. Tous les bouquins
sont faits pour me dire Yaka, il suffit de, voilà la solution du bonheur. J'adore les livres qui disent avoir une bonne relation de couple saine. Voilà, il faut parler clairement. Mais moi, quand je parle à ma femme, je fais gaffe à ce que je dis. Hein. Je la connais. Je sais que je n'ai pas envie de. Je dis ce que j'ai à dire comme j'ai envie de le dire, qu'il y a des gens dont je me contrefous. Quand je suis dans une relation avec quelqu'un qui est ami ou ennemi, je ne le dis pas de la même manière, parce que la relation est plus importante que le contenu. Des remarques, des questions par rapport à ça, ou on continue, on avance? Non, merci François, je pense que c'est très très riche. Et merci Émilie d'être intervenue. Et toujours aussi paradoxal dans le paradoxe de la systémie du paradoxe. Alors, paradoxal, étymologiquement, ça veut dire contre la doxa, contre notre doxa, c'est que si c'est blanc, c'est pas noir. Et ce qui est paradoxal, j'allais dire systématiquement, systémique, c'est que si c'est blanc, c'est qu'il y a du noir. L'un ne peut pas exister sans l'autre. On ne peut pas séparer le bien et le mal. On peut les répartir, c'est-à-dire on peut désigner les méchants et les gentils, mais ils ont besoin l'un de l'autre pour se définir. Pour qu'il y ait des bons, il faut qu'il y ait des mauvais. Pour qu'il y ait des mauvais, il faut qu'il y ait des bons. Donc, il faut essayer de les penser ensemble et de les penser dans la relation qu'ils construisent. Donc, ça semble une pensée paradoxale. Vous savez, vous avez tous entendu parler de la prescription paradoxale, qui est la prescription du problème. En réalité, elle n'est paradoxale que si on considère le problème comme un problème. Si je pense que la personne fait de son mieux, ce qui serait paradoxal, c'est de vouloir qu'elle fasse quelque chose qui soit pire. Donc, quand je lui demande de faire volontairement ce qu'elle fait involontairement, j'essaye de ne pas trop troubler la situation. Mais je change quand même quelque chose, c'est que l'involontaire devient volontaire. Donc, je lui donne la possibilité de pouvoir agir dessus. Quand c'est involontaire, je ne peux pas faire autrement. Quand c'est volontaire, je peux choisir de faire ou de ne pas faire. Mais donc, ce n'est pas paradoxal de ne pas vouloir aggraver la situation. OK, on reprend le partage d'écran où on en était, et puis on fera une petite pause pas loin. Voilà. Je vous ai fait une petite pyramide. La base de la pyramide, on ne va pas en parler ce soir, ça mériterait, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le fait que nous sommes incarnés. Il n'y a pas que les ongles qui s'incarnent. Nous, en tant qu'être humain, on est incarné aussi. Et notre corps, c'est à la fois notre outil de communication et de réception avec le monde. C'est la base de notre outil. Donc, notre corps est tout à fait important dans la mesure où ces contraintes qu'il nous impose, ou les possibilités qu'il nous ouvre, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est tout un chapitre vraiment important. Il y a des gens qui ne supportent pas que nous soyons mortels, mais s'ils veulent qu'on soit immortel, il y aura peut-être plus de vie. En tout cas, il n'y a plus besoin de sexe. Hein. Si on devient immortel, la reproduction tombe à l'eau. Ce n'est plus très utile. Et puis, sur cette pyramide, il y a 3 faces qui sont ce que j'appelle les 3 logiques de l'échange dans lesquelles nous sommes nécessairement impliqués. Il y a une logique en tant que consommateur-producteur, qui est la logique du marché, la logique économique. Il y a une logique qui est une logique d'appartenance à un groupe, à une citoyenne, plutôt à un État. C'est notre facette citoyen. Et puis, il y a une facette en tant que personne unique, en tant que sujet singulier, qui est la personne, le sujet, qui est un autre type d'échange, qui est, on le verra, qui est dans le don. Dans la première, on est dans le donnant-donnant. Dans la deuxième, on est dans le dû. En tant que citoyen, j'ai des droits et des devoirs. Et dans la troisième, on est dans le don, et dans le don qui peut être tout à fait perverti. On verra chacune de ces facettes peut dériver dans le négatif. En même temps, chaque facette est indispensable. C'est-à-dire chacun de nous, on est pris dans cette complexité d'être dans des logiques. La logique consommateur-producteur n'est pas du tout la même que la logique du citoyen, n'est pas du tout la même que la logique du don. Et ces logiques sont, pour incompatibles qu'elles soient,
en tant qu'être humain, je reviens à mon animal qui mange avec sa queue, quand je suis au travail, je suis aussi un citoyen, je suis aussi un sujet. Quand je suis avec les gens que j'aime, je suis quand même dans une société et je suis quand même dans une maison qui représente un coût, qui représente de la consommation ou de la production. Donc, nécessairement, on peut faire des silos, on peut les isoler, et on verra que ça a des conséquences au niveau sociopolitique, mais en même temps, chacun de nous, on sait bien qu'on est tiraillé entre ces trois exigences. Et quand je fais un choix, je choisis un métier, je choisis un boulot, je calcule en même temps ce que ça va me rapporter, je vois aussi si je suis dans la loi ou hors la loi, je vois est-ce que ça va me permettre de me réaliser en tant que personne, ou au contraire, est-ce que ça va écornifler un peu l'identité que j'aimerais avoir ou développer. Donc nécessairement, chacun de nous, la complexité, c'est pas compliqué dans ce sens-là. La complexité, c'est qu'on est obligé de concilier des logiques totalement antinomiques, et on va les voir un petit peu une par une maintenant. La première qu'on va voir, c'est la logique économique, c'est celle un peu de notre référence occidentale, que j'appelle le donnant-donnant, qui est la logique du marché. Donc c'est cette logique-là, consommateur-producteur. Donc ce marché, on est producteur-consommateur. La règle de base du marché, je ne l'ai pas mis, je l'ai mis plus loin, je crois, le principe de base. Le but dans le marché, c'est que je maximise mes gains et que je minimise mes pertes. Donc, c'est l'intérêt personnel. C'est mon intérêt matériel par rapport à ça. On est tous paresseux. Si je peux gagner plus en travaillant moins, je ne suis pas contre. Il y a même des hommes politiques qui parfois font cette promesse-là. Puis il y a des hommes courageux qui disent non, non, vous allez travailler plus et gagner moins. Là, ça passe moins bien. Bon. Mais il y en a qui le disent et qui ne le font pas. Enfin bon, il y a tous les cas de figure. Donc ça, sur le marché, on est dans le fait de se considérer comme un sujet isolé qui est face au marché et qui essaye d'en tirer le maximum de profit. C'est vraiment l'idée du profit. Alors, on va s'arrêter 2 secondes parce que non, on va continuer, puis on va s'arrêter plus loin. On va voir un peu déjà un peu très grossièrement les différentes logiques. La logique du dû, c'est la logique de l'État. Le citoyen, l'État. C'est la facette qui était derrière. Pourquoi je l'appelle le dû? Parce que par rapport à l'État, en tant que citoyen, j'attends que l'État me protège et en même temps, j'attends que l'État respecte mes droits. Nous sommes tous, l'a dit la Constitution française, nous sommes tous des sujets égaux en droit. On n'est pas égaux en nature. Là, il y a des gens qui savent bien plus de choses que moi, qui m'écoutent quand même. Donc, on n'est pas égaux, on est tous différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la différence et l'acceptation de ces différences. Mais au niveau du droit, on est égaux en droit, c'est-à-dire que et nos droits sont définis par un certain nombre de critères objectifs. Vous gagnez tant, vous devez payer tant d'impôts, ça, vous avez des obligations, mais vous avez des droits, vous avez des enfants, vous avez droit à des allocations familiales, vous avez droit à telle aide, vous cotisez à la Sécu, vous avez droit à des soins ou gratuits, totalement ou pas totalement. Donc, on est dans cet équilibre obligations et droits. Il y a une phrase de Simone Weil, la philosophe que j'aime beaucoup, qui dit en réalité, chacun de nous, nous n'avons pas des droits, nous n'avons que des obligations, parce que nos droits, c'est les obligations que les autres se reconnaissent vis-à-vis de nous. Et je trouve que c'est tout à fait juste. On insiste beaucoup on voit plein de gens qui revendiquent leurs droits, j'ai le droit, j'ai bien le droit. Hein. Eh bien, oui, mais attends, tes droits, chez les autres, ça devient leurs obligations. Et donc, il faut peut-être rééquilibrer un peu les choses par rapport à ça et d'abord se poser la question de quelles sont mes obligations qui vont créer pour les autres des droits ou comment, en refusant un certain nombre d'obligations, je prive les autres de leurs droits. Troisième logique de l'échange, c'est celle du don, qui est… Ah, il y a une question qui est posée, non ?
Les droits vont avec les devoirs. Oui, tu parles. Bien sûr que les droits vont avec les devoirs, mais ce que je rencontre dans la rue, c'est beaucoup de gens qui réclament des droits et qui, j'ai jamais vu les gens revendiquer pour leurs devoirs. Vous avez vu, vous, des gens qui descendent dans la rue en disant je veux que… Non, non, habituellement, on revendique nos droits et puis les autres, on qu'à se débrouiller avec. On ne revendique pas nos devoirs, on les accepte plus ou moins bien, plus ou moins facilement. Et là, il y a un sentiment de justice ou d'injustice sociale sur le fait que, est-ce qu'il y a un équilibre? C'est toujours une question d'équilibre entre mes droits et mes devoirs. Exactement comme dans la logique du marché, l'équilibre, il est entre mes gains et mes pertes. J'essaye de trouver un équilibre. J'aimerais que ça penche du côté du gain. Au niveau des droits-obligations, j'aimerais bien que les obligations ne soient pas trop lourdes. Donc, si je peux me débarrasser de quelques obligations, et par contre, les droits, je veux que ça soit respecté, je veux que mon droit soit respecté. Dans la question du don, on va retrouver le même problème de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Le don, ça sert à une chose essentielle, c'est à humaniser les relations. Pourquoi? Parce que sur le marché, je deviens moi-même une marchandise. C'est le risque. C'est-à-dire que je maximise mes gains, mais je suis sur le marché du travail, comme on dit. Bon, qu'est-ce que je vaux? Je suis un produit, je deviens un produit sur le marché. Qu'est-ce qui fait que je reste un être humain? C'est qu'il n'y a pas que cette dimension de je ne suis pas que ce que je gagne. Sinon, je gagne beaucoup, je suis génial, et je ne gagne pas grand-chose, je suis vraiment rien du tout, quoi. Et puis, je suis à la retraite, voilà, je ne vaux plus rien sur le marché. Sur le marché du travail, peut-être, mais sur le marché de l'humain, de l'humanité, a priori, je suis un sujet. Et du coup, je ne suis pas mesuré par la quantité d'argent que je gagne ou par la quantité de ce que je produis. Bien sûr que ça me sert à avoir de l'estime sociale, de la reconnaissance, à obtenir des biens matériels, des choses comme ça, mais fondamentalement, j'ai besoin d'être reconnu en tant que sujet singulier, en tant que sujet unique. Et là, le droit ne va pas non plus répondre à ce problème-là, parce que le droit, il définit des grosses catégories. Si j'ai 3 enfants, j'ai droit aux allocations familiales, mais oui, mais ça veut dire que si je n'ai pas d'enfants, je n'ai droit à rien. Non, j'ai d'autres droits. Donc, a priori, c'est des grosses catégories. Là, je paye des impôts dans telle tranche d'impôt, c'est à 1 euro près. Ça n'a rien à voir avec ma situation réelle. Ça a à voir un peu, mais pas avec la complexité des situations que j'affronte. Donc, la seule chose qui met un peu de liant et un peu qui tient compte de la singularité de chaque situation, c'est le don. C'est-à-dire cette chose qui m'est offerte, qui m'est donnée par un autre humain, c'est quelqu'un qui me donne quelque chose à moi spécifiquement parce qu'il tient compte ou il suppose que j'ai besoin de ça. Et le simple fait que je reçoive ce don me donne de la valeur. Parce qu'il y a une intention, le don peut mal tomber, mais pour que ce don ait de la valeur, il faut qu'il soit reçu. Et pour qu'il soit reçu, il faut qu'il soit adapté à mon besoin, il faut qu'il soit recevable, mais il faut aussi que j'accepte de le recevoir. Et quand je accepte de recevoir un don, et c'est là toute la complexité du don, c'est que je donne à ce moment-là de la valeur à celui qui me donne, puisqu'il a été capable d'avoir quelque chose d'intéressant à offrir. Ça veut donc dire qu'il est riche de ça. Ce qui fait que quand on donne, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit du fait de cette reconnaissance, dans un don reçu, je parle, de cette reconnaissance que le don est reçu. Le don, alors, on pourrait en parler longtemps, je m'appuie sur Marcel Mauss, comme tout le monde, comme fait social total, c'est-à-dire que donner, ce n'est pas simplement l'acte donné, c'est tout un circuit, donner, recevoir, et moi je ne dis pas rendre, je dis donner à son tour. Il faut que le circuit s'accomplisse, au moins imaginairement. Je donne à mes enfants,
j'espère qu'ils le reçoivent et qu'ils en feront quelque chose qui les enrichira, qui feront qu'ils seront capables de donner à leur tour plus tard à d'autres. Pas à moi, donc ils ne vont pas me rendre ça directement, ils vont peut-être le donner à d'autres. Mais si ce n'est pas reçu, mon don, il tombe à l'eau, quoi. Je peux envoyer sur une île déserte un homme affamé, je lui envoie une caisse de dollars. S'il n'y a pas de magasin, ce n'est pas un don, il peut rien en faire. À part brûler le papier, ça ne sert pas grand-chose. Donc, a priori, il ne pourra rien s'acheter avec. Donc, il faut que le don soit reçu pour qu'il existe pleinement. Et qu'est-ce qu'il fait exister? Il fait exister un je et un tu. Il me fait exister en tant que personne qui donne et qui donc a une valeur puisqu'elle est capable de donner quelque chose. Et il fait en sorte aussi qu'il donne de la valeur à la personne qui reçoit puisque son besoin était pris en compte et est considéré comme important. Mais c'est plus facile de donner que de recevoir. On va y revenir tout à l'heure justement à propos de nos boulots de coach. Donc, il y a deux caractéristiques du don, on va s'y attarder un petit peu, parce que ces deux caractéristiques sont des caractéristiques qui servent à dire que le vrai don n'existe pas, parce qu'il a deux caractéristiques particulières qui sont la gratuité. La première caractéristique d'un don, c'est qu'il est gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens, dont Derrida, qui disent que la gratuité n'existe pas, puisque le don, il est toujours intéressé. Ben oui, il est intéressé, il est même plus qu'intéressé, il est intéressant. Heureusement, sinon ce serait absolument idiot. Alors, quelqu'un me met, la logique de coopération est-elle dans la logique du don? On va y revenir à cette idée-là. Tanguy, je te répondrai à ça. La coopération, c'est les trois. La gratuité, c'est quoi? C'est le fait que je donne et je n'attends pas quelque chose en retour. Par exemple, pour le différencier de la logique du donnant-donnant, du marché, quand je donne de l'argent à un marchand, c'est contre une marchandise. Quand on me prête de l'argent, je m'engage à restituer cet argent avec des intérêts. Donc, je sais ce que je vais rendre en échange de ce qui m'a été donné, ou je sais ce qu'on va me donner en échange de ce que j'ai acheté. Donc là, on n'est pas dans la gratuité parce que c'est déterminé ce qui est donné, ce qui est reçu. Quand je donne le biberon à mon enfant, je peux voir s'il prend du poids, mais je ne dis pas, attends, dans 40 ans, il faudra que tu subviennes tu me verses une pension alimentaire. Non, c'est gratuit dans le sens où je n'attends rien en particulier, sauf une chose, c'est que tu rentres dans la réciprocité de l'attention de l'attention aux besoins de l'autre. Ça ne veut pas dire que tu pourrais y répondre, mais j'attends, le don c'est fait pour construire une relation de réciprocité d'attention. Je fais attention à ton besoin et je te donne quelque chose gratuitement, mais bien sûr que j'attends au minimum, j'aimerais que tu n'auras peut-être jamais l'occasion, j'aurai peut-être jamais le besoin, mais j'aimerais que si un jour je suis dans le besoin, tu sois attentif à moi comme je suis attentif à toi. Mais ça ne se produira peut-être jamais et ce n'est pas grave. Ou tu ne pourras pas à ce moment-là et ce n'est pas grave. Donc, la gratuité, elle a bien sûr une intention et elle a une fonction. Si elle ne servait à rien, ce serait un acte. Peut-être que vivre est absurde, mais donner, ce n'est pas absurde. Ça sert à quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait cette caractéristique de gratuité qui n'est jamais garantie parce que je ne sais pas l'intention des autres, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas quand il me donne quelque chose, je ne sais pas s'il attend une contrepartie ou pas. Habituellement, on se méfie quand on ne connaît pas les gens, on peut craindre qu'un cadeau, comme on dit, faites attention, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein. Les cadeaux, on est très prudent dans la réception parce qu'on ne sait jamais si vraiment il y a la contrepartie, il n'y a pas une contrepartie cachée derrière. Ça, donc, je ne suis pas dans la tête de l'autre, donc je ne sais pas quelle est son intention. L'autre peut être déçu à un moment un moment où il s'attend à un retour, il n'y a pas le retour où j'ai donné ça pour que mon enfant en profite, puis il fait que des conneries, et puis visiblement, il n'a pas perçu mon intention de l'aider à être heureux.
bah, bien sûr que je suis déçu. Je suis déçu parce que, non pas parce que j'attendais quelque chose en retour, mais parce que je vois que mon don n'a pas été reçu. La déception, ce n'est pas une déception, c'est dans la réception, la non-réception qu'il y a la déception. Parfois, effectivement, je donne ça parce que je veux l'héritage de la vieille tante, donc je lui fais la bise tous les dimanches, mais parce que je veux capter l'héritage. Et puis, quand on ouvre le testament, manque de peau, j'ai rien. Alors là, je suis très déçu. Mais là, effectivement, se démasque le fait que ce n'était pas tout à fait gratuit, c'était intéressé. Mais tout don a au moins un intérêt, c'est d'essayer de construire une relation de confiance, de réciprocité, d'attention. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres fragiles, nous sommes tous des êtres vulnérables. On a tous été des nourrissons qui avons eu besoin d'attention, de soins, de prévenance. On ne l'a pas toujours eu, mais n'empêche que si on n'avait pas été protégé, on n'aurait pas poussé. Hein. Donc, il a fallu que quelqu'un prenne soin de nous. Donc, c'est fondamentalement dans notre structure même que cet échange, ce besoin d'attention singulière. Si on ne l'a pas eu très petit, ça donne des trous dans l'estime de soi. Donc, la gratuité est une caractéristique construite et qui est surtout dans l'intention de celui qui donne. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dénué de toute intention. Il est dénué d'une intention de je te donne ça et je t'attends au tournant pour que tu me donnes quelque chose de bien précis que j'attends. Ce que j'attends, c'est que tu fasses attention à moi aussi, que tu rentres dans cette réciprocité-là. Deuxième caractéristique du don, celle-là, la gratuité repose sur le donateur, elle repose sur la personne qui reçoit. Le don doit être spontané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a besoin ne doit pas m'extorquer mon don. Vous vous rappelez, il y a un de nos ministres qui a eu une idée géniale. Il a décidé que les salariés allaient donner un jour de congé de salaire en travaillant ce jour-là pour les vieux. Vous vous rappelez? Il s'appelait Raffarin, je crois. On allait donner un jour. Mais ce n'est pas un don, puisque c'est une obligation que nous fait l'État. C'est un droit ou une contrainte, c'est une obligation, mais ce n'est pas un don parce que le don est spontané. Je donne à qui je veux ce que je veux. La spontanéité, quand on m'oblige à donner, quand on me force, on casse le don parce qu'il est plus spontané. La spontanéité, c'est celui qui reçoit, qui doit manifester, faire comprendre son besoin, mais en même temps, il ne doit pas me foutre une pression folle qui m'empêcherait de lui dire « ben non, là je ne peux pas, là je suis désolé, je ne peux pas ». Alors, la charité peut être effectivement une charité obligée, imposée, contrainte, c'est un devoir, il y a un devoir de charité, mais même dans ce devoir-là, je ne l'exerce pas pour tout le monde de la même façon et pas de la même manière. Donc, nécessairement, la spontanéité, elle est préservée. Si quelqu'un vient et me braque et me met le pistolet sur la tempe et me dit « donne-moi ton portefeuille », ce n'est pas un don. Il a beau dire « donne-moi », ce n'est pas un don. C'est du vol. Donc, a priori, la spontanéité, c'est aussi une caractéristique construite. C'est construit dans la relation. On voudrait limiter le don à la personne qui donne. Non, le don, c'est une construction relationnelle, sociale, entre quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Et il faut comprendre, ce qui n'arrange pas, simplifie pas les choses, c'est que celui qui reçoit, en acceptant de recevoir, donne quelque chose à celui qui lui a donné. Il lui donne l'occasion de se sentir estimable, valable, intéressant, important, attentif, bienveillant, généreux. Est-ce que c'est clair, ces choses-là? Y a-t-il des questions? Alors, je vais arrêter ça. Tu as répondu aux questions qui étaient là. Et voilà. Plus ou moins. Alors, là, il y avait une question. La logique de coopération est-elle dans la logique de don et le don comme charité au sens prendre soin d'eux, mais comment envisager d'aborder la question sur la logique de coopération? Partons de la situation que vous connaissez bien, vous êtes coach, vous recevez un client. Un client, vous dites un client. Les thérapeutes, ils disent « je reçois un patient ».
parce qu'il va falloir qu'il patiente pour avoir le droit d'aller mieux. Bon. Mais alors, c'est quoi le don du coach? On va voir. Le problème, c'est que dans ma situation, je suis coach. J'exerce un métier. Donc, a priori, je vais être payé pour cette activité. Donc, je suis dans le marché. En même temps, en tant que coach, il y a des codes de déontologie, il y a une reconnaissance ou pas, j'appartiens à une société, je ne sais pas quoi, le MCC par exemple, pour en nommer une que vous ne connaissez pas. Voilà. Et puis, donc, je suis tenu, il y a des droits, des obligations, il y a des contraintes qui font que je suis un citoyen dans une cité où il y a des choses qui sont, il y a des choses qui ne sont pas. Bon. Mais je rencontre une personne singulière. Donc, il y a nécessairement quelque chose de l'ordre d'une dimension du don, même s'il y a les autres dimensions qui interviennent. Je suis dans un contexte social, dans un contexte de marché, dans un contexte de droit, et en même temps, on va se rencontrer de personne à personne. Le souci, j'anticipe peut-être un peu sur les éventuelles conclusions, mais tant pis, le souci qu'il y a, c'est que très souvent, dès on se positionne comme coach ou comme aidant ou comme thérapeute, on a une vision où on va aider la personne, on va lui donner notre attention, notre écoute, pas des conseils puisqu'on n'a pas le droit, mais on le fera quand même, pas des solutions parce qu'on n'a pas le droit, mais quand même, on va lui donner l'occasion d'expérimenter d'autres choses. Donc, on est des donateurs nés, on aime donner. Et puis, quand c'est mal reçu, on ne prend pas bien les choses. Si on comprend que l'estime de soi, on y reviendra, se construit dans le fait de donner à quelque chose qui est reçu aux autres. On voit bien qu'on travaille beaucoup notre estime de nous. On renforce notre estime de nous quand on a des bons clients qui progressent, s'améliorent avec notre aide, grâce à l'aide qu'on leur a apportée. Quand ça ne marche pas, que l'objectif n'est pas atteint, habituellement, on est moins fiero. Mais on trouve que ça vient d'eux, c'est eux qui résistent. Il ne faut pas chipoter. Nous, on fait notre part de boulot, c'est eux qui sont quand même… Bon, ils vont pas bien, quoi. Ils sont de mauvaise volonté. Et parce que ce qu'on a voulu apporter n'a pas été reçu. Et ça, on le prend mal. Donc, on voit bien qu'on est très sensible dans cette circulation, ce qui donne… On n'est pas indifférent aux résultats de nos coachings, même si on dit qu'on n'a pas d'obligation de résultat. Je connais peu de coachs qui, quand ça foire, sont contents et disent « c'est pas mon problème ». On est touché par le résultat qui est là. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui viennent nous voir, ils ont un petit peu des trous dans la raquette, il manque un peu d'estime pour eux. Donc, mon boulot, si je veux réparer ça, ça va être de recevoir et non pas de donner. Il y a un véritable art de recevoir qui est important dans notre travail. On va y revenir tout à l'heure. C'était la question que je voulais te poser, François. C'est quoi le recevoir du coach? Tu vois, ouais. Oui, mais alors, méfiez-vous parce que déjà, on donne sans s'en rendre compte puisque le don, c'est un processus. Il est tout à fait possible que les gens reçoivent des choses alors qu'on n'a pas eu du tout le sentiment de donner. Dans cet échange, on est toujours dans du donner-recevoir. Je donne malgré moi, je donne à voir, je donne à entendre, mais c'est interprété. Donc, ça peut être reçu comme un don, comme ça peut être tout à fait reçu de travers. Je crois donner et en réalité, je blesse la personne. On donne des coups, des fois, sans s'en rendre compte, mais on donne aussi des fois des choses positives sans s'en rendre compte. Je vais vous raconter une petite histoire là-dessus qui m'avait bien fait marrer. J'avais été accueilli très gentiment par une analyste transactionnelle qui s'appelle Fanita English. Je crois qu'elle est encore vivante, elle a dû dépasser les 100 ans. Bon, c'était déjà il y a un petit bout de temps. Et on discutait le soir là, à San Francisco, on discutait. Elle parle français, heureusement, parce que moi, je ne parle pas du tout anglais, quasiment. Et du coup, on discutait, elle me racontait un truc qui l'avait un peu intrigué. Elle animait
un séminaire d'année transactionnelle en Allemagne, et pour 2 nanas thérapeutes qui l'a poussé en disant, il y a un gars, il est dans un groupe de thérapie, il ne bouge pas, ça fait des années, il faut que tu fasses quelque chose, Fanita, voilà. Alors elle dit, mais je ne peux pas, s'il n'est pas volontaire, je ne peux pas l'obliger. Il dit, si, il faut que tu fasses quelque chose. Alors Fanita, à un moment, dans le groupe, elle est un peu embêtée, elle sent la pression des autres. Là, et alors elle s'adresse au gars, elle lui dit, venez ici, vous, là, venez ici. Alors, le gars vient et puis elle lui dit, vous voulez travailler sur quelque chose? Mais qui dit, non, allez vous rasseoir. Puis elle repart un peu penaude, tu vois, pas très fière de son truc. Elle n'allait pas l'obliger, elle n'allait pas le contraindre à faire un travail qu'il ne voulait pas faire. Et puis, quelques mois après, elle reçoit une lettre de ce gars qui lui dit, Fanita, jamais je vous remercierai assez de l'intervention que vous avez faite pour moi. Elle était un peu interloquée. Et puis, le gars, il lui dit, j'ai compris, quand vous m'avez dit, venez, vous m'avez dit, si tu veux, tu peux bouger. Puis quand vous m'avez dit, va te rasseoir, si tu ne veux pas, vous m'avez dit, tu as aussi le droit de ne pas changer, si tu préfères ne pas changer. Et du coup, j'ai compris que vous me donniez la permission de changer. Merci Fanita de ce que vous m'avez offert ce jour-là. Elle n'avait pas du tout le sentiment de lui avoir donné quelque chose. Hein. Pas du tout. Donc, une fois de plus, ce n'est pas parce qu'on a l'intention de donner que c'est reçu, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'intention de donner que ce n'est pas reçu. Donc, une fois de plus, c'est une co-construction. Le don, ce n'est pas l'intention simplement, c'est tout un ensemble. Donc, je trouve que c'est tout à fait important de comprendre qu'on fait des choses qui nous échappent. Moi, très souvent, en fin d'une thérapie, je demandais aux gens qu'est-ce qui a été le moment important pour vous. Ça n'a jamais été ce que moi, j'avais considéré comme le moment important. C'était des choses qui m'ont complètement échappé, des choses banales, des choses que j'ai oubliées, un mot que j'ai dit sur le pas de la porte, un truc que j'ai dit au téléphone à quelqu'un d'autre qui ne s'adressait même pas à eux. Ça n'a jamais été la séance que je trouvais importante, on avait touché quelque chose d'essentiel. Ça, c'est parti en tâche de fond. Par contre, c'est une petite chose qui a été reçue à mon insu, mais qui a été reçue comme un don, qui a été reçu comme un cadeau, comme vraiment quelque chose d'éclairant, d'aidant, mais en dehors de mon intention. Par contre, c'est intéressant de recevoir ce que les personnes nous apportent comme des cadeaux. Et comme ils viennent avec des problèmes, a priori, ça ne ressemble pas à des cadeaux. Comment c'est à moi de transformer, j'insiste là-dessus, c'est la réception qui constitue le don, et je peux construire un don là où il n'y avait pas d'intention. Ils viennent, ils n'ont pas l'intention, ils m'embarrassent avec leurs problèmes. Comment je transforme mon embarras en intérêt? Comment je transforme la difficulté dans laquelle ils me mettent nécessairement, puisqu'ils sont dedans, ils me mettent dedans? Comment je transforme cette difficulté en curiosité, en apprentissage, en ouverture, en formation, en information? Du coup, à partir de ce moment-là, je reçois tout ce qui m'apporte comme des cadeaux, parfois embarrassants, je ne sais pas très bien quoi en faire, mais c'est comme le cadeau de la vieille tante, je ne sais pas où je vais le mettre, peut-être au grenier plutôt, ou à la cave, où on va essayer de le casser rapidement, mais il faut que je prenne tout ce qui m'apporte comme étant fait pour m'aider à faire mon boulot. Dans ce sens-là, c'est un cadeau. Ils ne peuvent pas ne pas me montrer des choses qui sont intéressantes par rapport aux problèmes qu'ils ont. Donc, ils m'aident à faire mon boulot. Et c'est à moi d'être dans cette reconnaissance. Émilie avait une question, François. Oui, j'avais une question parce que dans toute la catégorie des dons, là, tu nous as donné plein d'exemples de dons voilà, où on n'a pas conscience que, et puis finalement, etc. Mais j'avais vu une question aussi d'un Hubert Nègre qui nous dit c'est quoi le don du coach? Tu as répondu en grande partie. Est-ce que tu rentrerais aussi dans la catégorie des dons du coach, le coaching solidaire ou pas? Mais tu vois, alors là c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre à la question quel est le don du coach, puisque ça ne sera un don que ce qui… Mais non, mais je veux dire, tu as bien illustré par tout ce que tu nous as expliqué, tu as illustré tout ça. Simplement, je me demandais si tu considérais que le fait qu'on donne du temps à un truc rentre dans la catégorie ou pas. Alors, le coaching solidaire, c'est un don,
Mais c'est un don avec un contre-don qui est qu'a priori, le coaching solidaire, ceux qui le pratiquent, c'est plutôt les coachs débutants qui, en échange, vont recevoir un peu de supervision. Donc, on voit qu'il y a tout un empilage de dons et de contre-dons dans cette situation. En même temps, la personne qui vient et qui va avoir un coach solidaire, elle sait qu'elle bénéficie d'une gratuité ou d'un don qui lui est fait, qui la met dans une certaine dette. Donc, il y a toute une logique, on va le voir un peu plus loin, la dette n'est pas la même dans le don quand il est reçu ou quand il est difficile à recevoir. Il faut comprendre que c'est plus difficile de recevoir que de donner. Donner, on se voit volontiers donnant et donateur. Recevoir, c'est reconnaître son besoin, c'est reconnaître son manque, c'est reconnaître son incomplétude, c'est reconnaître son besoin. Donc, c'est être dans une position d'infériorité ou de dépendance. Donner, c'est vraiment être dans une position de on déborde, on est riche, on a les moyens, on peut. Tout le monde, c'est même un argument qui était pour dire il n'y a pas de don gratuit, c'est que c'est valorisant pour celui qui donne de donner. Non, mais je pensais que c'était intéressant pour les personnes qui font du coaching solidaire de se poser la question justement de ce qu'elles font par rapport à ça. C'est pour ça que j'avais envie de ton commentaire là-dessus. C'est bon, merci. Donc, il y a aussi effectivement, il y a aussi une dimension, les 3 lectures sont possibles. Il y a du don, il y a une dimension dans l'intérêt de la singularité du coach et de la singularité du coaché. Il y a du donnant-donnant parce que j'échange de l'expérience contre de la gratuité. Et puis, il y a du dû parce qu'on est dans un contexte de contraintes professionnelles où il y a des règles à respecter, une déontologie à mettre en œuvre. Donc, les 3 dimensions, les trois lectures sont toujours possibles sur tout échange. Ce soir, vous me donnez votre attention, moi j'essaye de vous donner des choses. Chacun de nous en reçoit, vos questions, elles me stimulent aussi, elles me rappellent des choses. Et puis, on est quand même dans un contexte, vous avez payé, moi je ne suis pas payé, mais je fais ma pub en même temps. Et puis, je vous conseillerais d'acheter le bouquin sur les 3 logiques de l'échange, 19 €, vous pouvez l'avoir sur Internet, sur Amazon ou chez votre libraire le commander, mais les libraires sont un peu réticents. Bon, enfin, ils ont toujours du mal à se bouger. Voilà. Donc, l'équilibre, alors il y a une question qui m'est posée, attends, le temps que je la lise. Est-il important de chercher cet équilibre de dons et contre-dons dans la session de coaching? Regard méta sur cet équilibre. Exemple, avec quoi vous repartez et moi, en tant que coach, ce que j'ai appris ou ce que j'emporte. Alors, je ne suivrai pas ça parce que donner, ce n'est pas quémander. Donc, je ne demanderai pas avec quoi vous repartez, sous-entendu que je vous ai donné, que vous avez reçu et pour lequel vous allez me remercier chaudement. Donc, je préfère à la limite dire moi ce que la séance m'a apporté, en quoi je comprends mieux la difficulté dans laquelle la personne est, en quoi elle m'a éclairé sur un point où j'avais du mal à saisir. Donc, je préfère lui donner le fait que j'ai reçu, parce que recevoir, c'est donner. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a toujours les 3 logiques dans la relation, et en particulier dans la relation de coaching à coaché. Oui, bien sûr. Sauf que justement, ce que je veux, c'est je suis dans un rôle, je suis dans une position haute en tant que coach, statutairement. Ce que je veux, c'est me mettre dans le contenu, dans le processus même, dans une position basse, c'est-à-dire que j'ai plus reçu que je n'ai. Mon affaire, c'est pas. La personne est assez grande pour me dire ce qu'elle a reçu, et puis je ne sais pas parce que je ne sais pas ce qu'elle va en faire. Peut-être que ça, il faut que ça chemine. Quand je travaillais à l'hôpital, j'avais une chef de service moi je suivais les patients à l'hôpital, puis quand ils étaient sortis, c'est elle qui les suivait après. Et elle me disait souvent, Balta, tiens, il faut que je vous dise, j'ai revu Monsieur Truc qui est sorti il y a 3 mois. Il m'a dit, c'est aujourd'hui que j'ai compris ce qu'il m'a dit le docteur Balta. Je ne devais pas être très clair, mais il fallait surtout que ça fasse son chemin. Donc, je ne vais pas demander à la personne, à la fin d'un entretien, avec quoi vous repartez et tout. Non, je vais lui dire, moi, avec quoi je reste, la question qui me reste, tout ce que j'ai reçu, ou comment il m'a stimulé. Puis, elle fait son chemin, moi, je fais le mien. Mais je peux la mettre au courant de comment elle a enrichi ma pratique et comment j'ai reçu quelque chose. Et ça, c'est un don quand même. C'est un don au niveau méta, justement. Mais je sais on aime bien, on a appris qu'il fallait faire des bilans, il faut faire des bilans. Donc, il faut lui demander aujourd'hui quelle note vous me mettez, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que j'ai bien travaillé? Dites-moi que je suis un bon coach. La gratitude.
Ouais, bah, allez vous gratter vous-même. Non, ils ne sont pas là, ils sont pas là. Que ça nous fasse du bien, c'est une chose. Mais ils sont là, c'est moi qui suis à leur service, ce n'est pas l'inverse. OK? D'autres questions? Eh ben non, tu peux continuer. Alors, on va reprendre. On va reprendre. On en était sur des petits tableaux où je résume un petit peu les choses. Donnant-donnant, le principe de base, c'est l'équivalence. C'est ça qui fait fonctionner le donnant, grâce à une référence commune, à un symbole de la valeur, l'argent. A priori, théoriquement, l'argent permet on nous a dit qu'il ne fallait pas additionner les pommes et les carottes, et ben, l'argent permet d'échanger des pommes contre des carottes. Et puis, tout et n'importe quoi. Donc, si on est dans le donnant-donnant, nécessairement, le principe de base, c'est il me faut que j'ai un instrument de mesure pour des choses hétérogènes. Des fois, c'est un peu difficile. Ce qui régit l'échange, c'est le contrat. Le contrat, c'est justement qu'est-ce que tu me donnes et qu'est-ce que je te dois en échange. Donc, on est dans une négociation dont vous remarquerez au passage que la plupart des contrats, c'est quand même pipeau parce qu'on n'est pas à égalité. Le véritable contrat suppose des contractants égaux. Mais quand vous signez votre contrat avec votre fournisseur téléphonique, vous avez les 17 pages de petites clauses écrites en petites lettres qui vous sont données, auxquelles vous acceptez de vous soumettre. Vous n'allez pas discuter la 4e ligne du 17e aménagement du truc. Hein. On n'est pas à égalité. Hein. Donc, le contrat, il y a des contrats un peu faussés. Mais ça, c'est principe de base, échange. On va voir, pour le dû, c'est quoi? Le principe de base, c'est la redistribution qui est opérée par l'État, par la loi. Hein, et là, c'est la loi qui règle les choses. L'échange est régi par la loi, les droits et les devoirs. On doit donner quelque chose, mais ce n'est pas du don au sens du don. Je dois payer mes impôts et j'ai le droit de recevoir mes indemnités. Dans le don, le principe qui régit le don, c'est la réciprocité. Donner, recevoir, donner à son tour, le contre-don. Et ça repose sur des règles qui sont des règles d'échange singulières puisque c'est de personne à personne et que les besoins sont très variables selon l'âge, les moyens, les possibilités des uns et des autres. C'est que des situations singulières. Donc, la loi, elle peut trancher à gros traits, tu as droit à ça si tu es dans telle condition. Le don, c'est autre chose. C'est lié à celui qui donne, à celui qui reçoit. Ça demande beaucoup de délicatesse, de l'attention et il y a cette spontanéité, cette gratuité qui sont construit dans l'échange même. OK? Quelles sont les valeurs qui sont mises en avant par chaque système? Parce que chaque logique propose une valeur principale. Dans le marché, c'est la liberté. Une liberté, ce n'est pas pour rien qu'on parle de libéralisme, hein, de néo, ultra ou de libéralisme tout court, parce que ce qui est mis en avant, c'est la liberté de créer, de faire des choses variées. La responsabilité est individuelle, on a le droit à l'initiative, c'est le pouvoir personnel, c'est l'enrichissement personnel qui va ruisseler et enrichir la collectivité, c'est bien connu. Mais c'est la liberté qui est importante au premier chef, de se déplacer, d'innover, d'inventer. Ça, c'est la valeur qui est mise en avant, la valeur qui permet de vendre du donnant-donnant. Les tenants du marché sont toujours pour plus de liberté, moins de contraintes, moins d'État, plus de liberté. Ceux qui sont pour le dû, ils défendent l'égalité par la redistribution. Tous les êtres humains, j'ai rayé les hommes parce que homme, il paraît que c'est genré, donc ce n'est pas les hommes, c'est les humains. Voilà. C'est dommage de mettre un adjectif à la place d'un subjonctif. Enfin bon, naissent libres et égaux en droit. Donc, ce principe-là vise à créer de la sécurité, de protéger les plus faibles et créer une appartenance à un collectif. Théoriquement, on est promu au mérite et ça crée la paix sociale. On n'est pas promu par l'argent. Bon.
Ce qui est visé, c'est la paix sociale, mais c'est l'égalité, à travers l'égalité entre tous les… La punition devrait être la même pour tous les actes délictueux commis par les uns ou par les autres, mais on sait bien que selon qu'on est puissant ou misérable, les choses un peu peuvent varier. Quelle est la valeur? Vous voyez arriver la troisième, j'imagine, c'est la fraternité. Le don, il crée des liens de soutien, et on sait que la fraternité peut être parfois un peu difficile. Mais c'est des appartenances de clan, ce n'est pas la même appartenance que celle de l'État. L'État définit des citoyens, le clan définit des groupes d'appartenance affectifs. On est dans une relation de dépendance, de confiance, d'entraide, mais pas par la loi, selon les besoins de chacun. Donc, on est aussi dans la transmission. Donc, vous voyez que chacune de ces logiques nous propose quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai besoin des trois. C'est marrant parce que quand vous écoutez politiquement, ceux qui sont pour le marché défendent la liberté. Les tenants dits de gauche sont plus pour l'égalité de droit. Puis chacun de nous, la fraternité, on se la choisit là où on peut, on la trouve là où on peut, quoi. Il y a une logique, dans chacune de ces logiques, il y a une logique de dette qui est très différente. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Dans le marché, la dette est négative dans la mesure où si vous êtes en dette, ça diminue votre liberté. Si j'ai emprunté plus de 30% de mes revenus, je n'ai plus le droit d'emprunter normalement. Alors que bien sûr, la dette, elle peut être productive puisque c'est ce qui me sert, c'est un investissement. Donc, elle est dite négative par rapport au principe, à la valeur défendue de la liberté. Et il vaut mieux éviter d'être en dette parce qu'on devient dépendant. Or, ce qui est important dans ce domaine, c'est d'être libre, donc d'être indépendant, autonome. Dans le dû, la dette, elle devient invisible parce qu'elle est collective. Là, avec le Covid, on s'est construit une dette collective, je ne vous dis pas. C'est des milliards d'euros. Alors, on peut faire marcher la planche à billets, mais à un moment, comme on dit, il faudrait que ça soit remboursé. Bon, ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident que ça le soit. Et ce problème, c'est comme il y a un intermédiaire entre ce que je donne et ce que je reçois, j'ai toujours le sentiment, et qu'au passage, d'ailleurs, l'intermédiaire, il se sert, j'ai toujours le sentiment de jamais recevoir suffisamment par rapport à mes besoins et de toujours donner trop par rapport à ce que j'ai. Il y a même des gens qui crient parce qu'avec leurs impôts qu'ils ne payent pas, parce qu'ils ne sont pas soumis à l'impôt, on leur doit plein de trucs qu'on ne leur donne pas et ce n'est pas bien, quoi. Alors, attends, je vois qu'il y a plein de choses dans la discussion. Oh là! Bon, Frédéric Magnani, oui, en retard. Ça arrive à tout le monde. Donc, la dette, elle est invisible et collective, mais elle nous attend au tournant. Donc, on peut la constituer et on pense toujours que c'est aux autres de la rembourser, mais ça va nous retomber dessus globalement. Dans le don, la dette elle peut être dite positive quand le circuit du don s'accomplit correctement, c'est-à-dire quand ce que je donne et je le reçois vraiment et ça me fait du bien, j'ai envie de donner à mon tour. Donc, c'est une dette qui m'élève, c'est une dette c'est pas une dette qui m'écrase. Quand je vis un échange affectif avec un proche comme du donnant-donnant, la dette, je suis réticent, je n'ai pas envie de recevoir parce qu'il va falloir que je rende. Là, quand je reçois, rappelez-vous les 15 premiers jours où vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, vous n'arriviez pas à raccrocher au téléphone parce que ce que vous receviez, c'était tellement agréable, c'était tellement bon que vous aviez envie de rendre à l'autre ce surplus de bonheur qu'il vous apportait, mais chacun a l'impression que l'autre lui donne plus que ce qu'il lui offre en échange. Donc, on est dans une spirale d'escalade de dons et de contre-dons. Parce que la dette, elle devient positive, elle me mobilise pour m'élever, pour donner plus, et du coup, elle m'aide à trouver des ressources en moi que je ne savais pas que j'avais. C'est la fameuse phrase de Lacan, aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est un peu vachard, mais ce n'est pas faux. C'est-à-dire que la relation amoureuse, c'est l'occasion de trouver en soi des ressources qu'on ne se soupçonnait pas parce qu'on a envie de donner à l'autre, pas pour le mettre en dette,
mais parce que ce qu'il nous donne simplement par son regard, par sa présence, par son attention, on a l'impression que c'est quelque chose de tellement précieux qu'on a envie de le donner au centuple. Donc, nous, comment en recevant, je vais créer non pas une dette négative, parce que si je donne et que la personne, elle se sent dans une dette, je vais tomber sur des gens qui vont se méfier beaucoup. Donc, il faut que je reçoive avec délicatesse, parce que je ne veux pas justement les mettre dans une dette négative. Je veux créer un contexte de dette positive parce qu'ils auront reçu et que ça leur donne envie de s'élever. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je virais mal, puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a regardé comme quelqu'un de positif, comme quelqu'un de bien. Et j'ai eu envie d'être à la hauteur de ce regard. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Rien, rien, mais quelque chose d'essentiel, une espèce de confiance qu'ils n'avaient pas encore mérité, mais qui leur a été vraiment accordée de bon cœur. Et du coup, j'ai envie d'être à la hauteur de la confiance qu'on m'a donnée. C'est ça la dette positive. Donc, il ne faudrait pas l'oublier. Maintenant, pour mettre un petit peu quand même d'eau dans le gaz, quelles sont les dérives de ces logiques qui ont chacune, donc qui apportent, qui valorisent quelque chose d'important? C'est que s'il n'y a que du donnant-donnant, on tombe dans un totalitarisme économique. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Je suis content de voir que tu as un chat qui va bien, Émilie. Et donc, la concurrence la mascotte de l'ASF Coach. La concurrence est de plus en plus faussée. Et donc, on est dans l'aggravation, c'est ce qu'on voit actuellement, dans l'aggravation des inégalités, mais au nom de la liberté. Mais sauf que si on n'a plus d'argent, on n'a plus de liberté du tout. Dans la dérive de l'État, on le connaît bien, c'est le totalitarisme politique. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui définit toutes les relations et l'égalité qui était la valeur qui était promue, elle est bafouée complètement parce que ceux qui sont au pouvoir veulent le rester, ils le gardent, ils font tout pour le garder et du coup, il y a ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont soumis au pouvoir. Dans tous les États totalitaires, l'égalité est mise en avant, mais c'est comme disait l'autre, on n'est pas tous aussi égaux les uns que les autres. Et dans une économie du don, si on peut dire des échanges par le don, c'est un totalitarisme d'appartenance. C'est le lien au groupe qui définit les relations. C'est le principe de la mafia. C'était aussi un peu, les nazis étaient à cheval sur les deux, c'est-à-dire à la fois il y avait un totalitarisme politique, on avait le pouvoir, mais il y avait un totalitarisme, c'est la différence avec l'URSS, il y avait un totalitarisme d'appartenance parce qu'on est les Aryens et on est la race supérieure. Donc là, on tombe dans la haine de l'altérité et une exigence de vie et de mort sur les membres du groupe parce que là, aucune trahison n'est acceptable. C'est la soumission. Donc, vous voyez que chaque face a sa face, chaque logique a sa face positive, et puis elle a sa face noire. Qu'est-ce qui empêche de tomber dans la face noire? Je ne sais pas si j'ai fait un... Oui, qu'est-ce qui empêche de tomber dans la face noire? La première des choses, c'est que ces trois logiques sont toujours coprésentes et qu'elles ne restent dans leur champ de positivité que si elles sont arrêtées par les autres. J'ai besoin des trois. J'ai besoin que ma liberté soit contenue par l'État. J'ai besoin que la loi de l'État soit assez flexible pour que la liberté d'entreprendre puisse exister, mais pas n'importe comment. Et en même temps, j'ai aussi besoin que ces deux logiques, qui sont des logiques anonymes, s'humanisent à travers le don qui va être l'interstitiel qui relie ces différentes logiques. Donc, les trois doivent trouver un équilibre. Et si elles ne trouvent pas ce point d'équilibre, eh ben, ça va basculer d'un côté et on va avoir la disparition de la valeur qui est promise par la logique ceux qui sont tombés dans le tout économique, ben nécessairement, les États-Unis pour ne pas les nommer en partie, et nous en grande partie aussi, ben on tombe dans la disparition de la liberté.
Si on est dans un régime très étatique, où l'État gouverne tout, on a des exemples encore aujourd'hui, eh ben, ce qui va disparaître, c'est l'égalité. Les gens ne seront pas traités également en droit. Et puis si on est dans un régime, j'ai envie de dire, corsico-sicilien, eh ben, on va tomber dans, c'est l'appartenance au clan qui régit les choses, et du coup, il n'y a plus de fraternité, parce que la fraternité se limite aux portes de mon groupe d'appartenance. Donc, il faut comprendre la tension nécessaire entre ces trois logiques qui roulent chacune dans leur cohérence, mais qui ont besoin de s'équilibrer en se confrontant. Donc, il y a des aspects complémentaires et antagonistes en même temps. C'est un des principes de base de la systémique. C'est ça la complexité, c'est que ces logiques sont à la fois complémentaires et en même temps, elles sont antagonistes. Qu'est-ce que j'ai? Oula, il faut que je revienne en arrière, mais je ne sais pas comment on revient en arrière. Non, ça c'est la fin. Donc, on va revenir. Je vais arrêter de partager et je vais rechercher mon truc. Oui. Sur la deuxième leçon. Mais la deuxième leçon, je crois que je vous l'ai dit oralement. Oui, je crois, oui. Donc, alors, il y avait une question, François, de moi, oui. sur, pour justement rentrer dans les cas pratiques de coaching, sur comment aborder en coaching, on peut avoir la notion de conflit de loyauté, quelqu'un qui se retrouve un peu pris entre ses ambitions et puis sa famille, comme la névrose de classe dont parle Vincent de Goléjac. Comment on peut l'aborder à partir de ces trois logiques? Alors, attends, excuse-moi, je recherchais le truc, mais je vais essayer de repartager avec vous, si j'arrive à retrouver mon… Tu veux que je le fasse? Non, mais ce que j'ai, c'est que j'ai plus, moi, mon… Attendez, je vais essayer de le retrouver. J'ai plus l'occasion je ne vois pas réapparaître. Je peux partager moi, si tu veux. Et je voudrais que tu partages… Attends, mais c'est pas le bon. La deuxième, on va à la fin, vers la fin. La deuxième leçon, c'est l'histoire du don et du contre-don en entreprise. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, vous voyez un mail, hein, c'est pas bon en fait. Attendez. Je descends. Le don et le don. C'est celui-là, c'est voilà. Le 38. C'est bon? Vous le voyez ou pas? Oui, on le voit. Voilà. Bon, le don et le contre-don dans l'entreprise. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est mon dada en ce moment, hein, c'est un peu mon truc en ce moment, c'est que je vois que sous prétexte de mettre de la qualité, mais même les sociétés de coaching tombent dans ce panneau-là, on veut mettre de plus en plus de procédures pour contrôler la qualité. Si on tient compte des trois logiques de l'échange, si on met des procédures, on est dans l'étatisation des choses, ou dans la contractualisation, mais c'est un contrat un peu forcé quand même. La procédure, elle s'impose à l'acteur. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui disparaît? Ben, le don, c'est-à-dire que si je suis la procédure et que le résultat est satisfaisant à la fin, c'est grâce à la procédure. Si le résultat ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas respecté la procédure probablement. Sauf que pour que la procédure fonctionne correctement, il faut qu'il y ait des gens qui l'appliquent intelligemment. Il faut qu'ils l'appliquent au bon rythme, avec la souplesse qu'il faut, en faisant attention aux choses. C'est-à-dire que plus il y a de procédures, moins l'engagement que les personnes peuvent apporter dans la situation devient apparent. Il disparaît. Et si l'engagement disparaît, la reconnaissance qui est légitime par rapport à l'engagement et à l'effort que la personne a fait, il disparaît aussi. Et du coup, il n'y a plus ni don ni contre-don. Comme il n'y a plus de contre-don, c'est-à-dire de reconnaissance de ce que les gens ont donné pour que ça fonctionne, on va tomber dans le panneau de voilà, je n'ai fait qu'obéir. C'est-à-dire qu'on a voulu créer de la qualité, en réalité, on a construit de la démotivation, de la non-reconnaissance de l'engagement des gens, et on a supprimé le don du circuit. Et du coup, on tue l'engagement, on tue l'initiative, on tue la motivation.
et on a transformé les gens en exécutants passifs. Donc, de la procédure, il en faut parce que ça nous guide, mais il n'en faut pas trop parce que ça nous tue. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette petite chose? Et c'est un truc auquel je tiens parce que c'est vraiment important de comprendre que j'insistais pas assez, il y a un petit bouquin que je vous recommande, qui n'est pas de moi, qui est de Pascal Hide et d'autres, qui s'appelle « Recevoir pour donner ». Et c'est exactement ce que je vous ai dit, et j'étais content de retrouver cette idée-là sous la plume de quelqu'un d'autre, parce qu'il donne des exemples cliniques tout à fait intéressants, tout à fait clairs, bien expliqués, où on voit bien que quand il n'y a pas le contre-don, les gens, comme ils ne peuvent plus être reconnus dans la colonne du don, ils vont se déplacer, ils vont aller dans la colonne du dû, ils vont être dans la revendication, ou ils vont être dans la négociation du contrat, dans le rapport de force du contrat pour imposer, parce que si je ne suis pas reconnu dans ce que je fais, je vais me rattraper, il faut que j'obtienne de la reconnaissance dans une des deux autres logiques. Et les procédures tuent le don. C'est pour ça que moi, je suis contre Calliope, je suis contre toutes ces choses-là, parce que c'est des enfermements qui sont faits pour, soi-disant, nous rendre meilleurs, mais en réalité, nous empêchent, nous privent de liberté, ils ne nous soutiennent pas. Tout ce qu'ils font, c'est nous dire, si vous faites bien, ce n'est pas grâce à vous, c'est parce qu'on vous a filé une bonne procédure et que vous avez bien suivi les ordres qu'on vous a donnés. Bon, je suis un peu de mauvaise foi, mais quand même pas trop. Pas tant que ça. Y a-t-il, merci François, donc il y avait une question sur le conflit de loyauté, François, que tu essayes d'éviter. Comment aborder en coaching le conflit de loyauté en jouant justement sur ces trois logiques? Attends, est-ce que je me répète ta question? Je disais l'histoire de l'accréditation. Oui, je dis comment dans un cas de coaching, pour rentrer dans le concret de ce que l'on fait, et tu dis quand même qu'on est dans le coaching là-dedans. J'ai pris l'exemple du conflit de loyauté parce que je trouvais ça intéressant. Comment on pourrait aborder dans la relation avec un coaché qui apporte un conflit de loyauté en jouant sur ces trois logiques? Alors, on n'est pas obligé on n'est pas partout, hein, ce n'est pas la peine de jouer mini-mire, on n'est pas partout. Le problème, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir déjà comment la personne se situe, elle, dans quelle logique elle se situe, et de comprendre quelle est la logique qui est peut-être absente. Et je pense que dans la situation où elle est, il y a nécessairement toujours les trois. Donc, quelles sont les informations qu'elle ne voit pas ou qu'elle néglige qui font que pourquoi? Parce que l'idée, c'est que c'est l'excès d'une logique est permis par l'absence d'une autre, ou la non prise en compte. Comme les trois sont toujours là, c'est plutôt la non prise en compte. Je suis toujours en même temps un citoyen, un sujet singulier, et puis un agent économique. Donc, selon les moments, je vois plutôt une phase de la pyramide qu'une autre. Mais n'empêche que les trois sont présentes tout le temps. Et donc, si tu donnais en termes de coach, c'est d'aller identifier finalement la logique qui est sous-représentée et qui donc crée des tensions? Déjà, celle qui est présentée. Prenons les choses de début. Quand quelqu'un vient nous voir, il y a des gens qui viennent, ils sont carrément dans du donnant-donnant. C'est-à-dire, ils font leur marché. Il y en a même qui appellent ça le shopping. Donc, ils viennent vérifier, est-ce que ce que je vais acheter, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le prix qu'on va mettre? Est-ce que vous me garantissez, est-ce qu'il y a une assurance réparation au cas où… voilà. Et puis, est-ce que vous pouvez me prouver que vous êtes compétent et tout? Donc, il y a des gens, ils viennent acheter un produit. Et on s'est positionné comme des produits performants, efficaces, rapides et tout. Donc, il ne faut pas s'étonner que certains viennent acheter le produit. Il y en a, ils viennent dans une espèce de revendication parce que ça leur est dû. Ils ont été victimes de quelque chose, ils ont été maltraités par l'entreprise. C'est bien la moindre des choses qu'on les répare et qu'on les prenne en compte. Donc, ils sont dans une logique de dû. Il faut que j'entende ça, il faut que j'accepte aussi ça. Bon.
Et puis il y en a, ils viennent, ils sont dans une logique d'attente de dons. C'est ceux qui, vous savez, c'est ceux qui ne trouvent pas leur chéquier à la fin de la séance parce qu'ils essayent de grappiller quelques minutes d'attention supplémentaire. Si on peut avoir un peu d'amour gratuit en plus, parce qu'ils savent bien qu'on est payé pour ça, donc c'est pas totalement, ils aimeraient de l'amour pur. Voilà. C'est ceux qui vous demandent, est-ce que vous avez envie de vous occuper de moi? Est-ce que mon cas vous intéresse? Ils sont en quête d'amour. Donc, il faut que je rentre dans cette logique-là, mais il faut que je comprenne en même temps que peut-être les autres aspects vont venir m'aider à équilibrer le malheur dans lequel ils sont. Donc, il va falloir que je joue sur les trois, mais je ne sais pas ce qui est. Ce que je sais, c'est qu'ils ont besoin des trois pour exister d'une façon à peu près équilibrée, quoi. Mais on respire, hein. Il n'y a pas, donc, on va bouger. Donc, déjà, ne serait-ce que pour accueillir la façon dont les gens se présentent, c'est intéressant. Parce que s'ils viennent vérifier le produit, moi, je ne suis pas en train de faire ma pub, je ne suis pas un produit. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, et s'ils sont dans le dû, qu'est-ce qui leur est dû, qu'est-ce qu'ils ont subi, je vais accompagner cette plainte. Tu vois ? S'ils sont dans l'amour, je vais trouver ça. Dans une demande d'amour, je vais m'intéresser à qu'est-ce qu'ils ont, à voir comment je peux recevoir ce qu'ils me donnent comme un don, comme quelque chose de vraiment qui m'intéresse, qui m'enrichit, et dans tous les cas. Et du coup, comment tu les fais circuler justement sur les… Mais une fois de plus, tu me connais suffisamment, je ne fais pas circuler les gens. Je crée un espace un peu plus ouvert, puis c'est eux qui circulent dedans s'ils veulent ou pas. À moi de faire en sorte que dans cet espace ouvert, il y ait des choses qui les intriguent suffisamment pour qu'ils aient envie d'aller les voir, ou que pour rendre un peu inconfortable là où ils sont, pour qu'ils aient envie d'aller s'asseoir ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire ma part de boulot. Ça, c'est vraiment important. Je ne fais pas le boulot à leur place. Mon boulot à moi, c'est de déminer les implicites qui les empêchent de faire autrement. Y a-t-il des questions? Alors, des interrogations? je suis sûr, je ne sais pas, ID, je ne sais pas qui c'est, ID, mais ID me dit notre logique d'accréditation à l'SF Coach met au cœur la singularité de la rencontre avec les impétrants. Donc, si je comprends bien, nous sommes sensibles au troisième registre. Ben, j'espère bien, mais pas seulement. À l'SF Coach, c'est sûr. Les autres, je ne suis pas sûr. Mais n'empêche que pour beaucoup de gens, quand ils viennent, et peut-être que vous avez des souvenirs de ça, quand on vient pour adhérer à quelque chose, l'examen de passage, on le vit un peu comme plutôt est-ce que je suis conforme? Est-ce que je réponds aux critères? Il n'y a pas toujours une écoute bienveillante sur nos limites, nos singularités, nos particularités, nos défauts. Comment il disait le Marx, là, il disait « Jamais je n'appartiendrai à un club qui m'accepterait comme membre ». Ah, Groucho. Groucho. Il y a Stéphanie, idée Stéphanie a une question qui dit « En quoi la logique du don amènerait-elle nécessairement à la fermeture communautaire ?» J'ai dit qu'elle amenait nécessairement à la fermeture communautaire. Il semble que Stéphanie l'ait entendu, mais Stéphanie va prendre la parole peut-être. C'est si la logique du don est toute seule. Si elle est toute seule, la logique du don, c'est de personne à personne. Donc, ça s'adresse à des gens singuliers. Donc, il faut que je reconnaisse qu'on a parlé. Pourquoi dans une famille, quand on parle de mafia, on parle de famille, c'est-à-dire que c'est bien des liens, c'est comme des liens du sang. C'est des liens d'appartenance à un club. Et nos capacités d'amour sont, je peux aimer tout le monde à condition que tout le monde ne vienne pas chez moi quand même. C'est plus difficile d'aimer son voisin que d'aimer celui qui a 10 000 kilomètres. L'humain qui a 10 000 kilomètres, je l'aime sans retenue. Mon voisin, il me fait un peu chier quand même. Parce il paraît que Rosa Luxembourg disait « Je veux bien mourir pour le peuple, mais pas vivre avec lui ». Oui, mais il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que la relation réelle, c'est toujours beaucoup plus difficile que la relation imaginaire à une entité. Tu vois. Donc, le clan, s'il n'y a que le don, nécessairement, je vais aller vers ceux que j'aime bien. Puis les autres, notre problème à nous tous, c'est qu'on veut être des gens bien. Et on aimerait être que bien. Quand on est les côtés pas bien, on se les garde, on les cache, on ne va pas les afficher sur la voie publique.
hein. Donc, a priori, le problème, c'est qu'il faut quand même mettre le mal quelque part. Où est-ce que je vais mettre le mal que je ne veux pas voir en moi, que je ne veux pas avoir en moi et que je ne veux pas voir en moi? Je vais le mettre chez les autres. Il faut que je me trouve des partenaires pour que moi, je garde le bien, puis je le refile ce qui n'est pas bien. Donc, du coup, nous, on est bien. Notre groupe à nous, on est bien. Nous, les amateurs de ceci, on est bien. Mais ceux qui n'aiment pas ce que j'aime, eux, ils ne sont pas bien. Donc, il y a une espèce de logique naturelle si on ne fonctionne que dans la logique du don, qu'on s'enferme entre nous et on a beaucoup de mal, on accepte des petites différences, mais le premier qui n'est pas comme les autres, il trahit le groupe et il est viré. C'est ce que Cyrulnik disait aussi, il le disait hier soir, il le disait ce matin, la liberté de penser se paye du prix qu'on perd des amis. Alors, est-ce que Oriane me demande, elle demande à tout le monde, donc les autres ont le droit de répondre aussi, hein, repréciser le contre-don. Alors moi, c'est un mot que j'utilisais peu jusqu'au moment où j'ai lu ce bouquin. Pourquoi? Parce que je suis dans des systèmes plus ouverts, mais dans l'entreprise, les gens qui bossent, ils ont besoin que leur manager reconnaisse qu'ils bossent bien. Si, parce qu'ils bossent bien, on n'a rien à dire, on est là que pour dire ce qui ne va pas, c'est évident qu'il va y avoir, il n'y a pas de contre-don. Il n'y a que des contre-coups. Donc, a priori, le contre-don, c'est ce besoin de reconnaissance dans le fait que, même si je n'ai pas réussi, j'ai fait un effort. Et ça, on m'encourage, on me soutient. Comment on peut t'aider? C'est une attention aux besoins. Le contre-don, c'est ce que je donne, est-ce que c'est reconnu comme étant vraiment reçu comme un cadeau? C'est ça le contre-don. Et avec un livre intéressant sur le sujet d'Envers Alter, si j'ai bonne mémoire, oui. Que dans les transformations d'entreprise actuellement, oui. où les gens bougent très vite, le don et le contre-don n'ont plus le temps de se mettre en place. Exactement. Et alors, avec le travail hybride et autres 2 ans de Covid, où il n'y a même plus la notion de lieu, il y a une distance qui peut se créer, qui fait que le don et le contre-don sont presque gelés comme les… Dans le bouquin d'Alter, c'est l'idée originale qu'il apportait dans son bouquin, que je trouve tout à fait importante, c'est que le caractéristique du don, c'est que je n'attends pas de retour tout de suite, mais j'attends une relation. Si les relations changent tout le temps, il n'y a pas l'espace temporel pour que le don et le contre-don puissent s'installer. Donc, du coup, à ce moment-là, je commence à réfléchir. Je rentre dans une entreprise, la SNCF, pour ne pas la nommer autrefois, je sais que je vais faire toute ma carrière dans la boîte. Je suis là depuis 5 ans, 10 ans, on accueille un petit apprenti, je lui explique les trucs, je passe du temps pour le former parce que je sais que quand je serai un peu fatigué dans 20 ans, j'attends qu'il va me soulager comme je l'ai fait pour les anciens. Il y a un don et un contre-don. Je suis dans une boîte où le mec, il vient, il est stagiaire pour 1 mois. Je ne vais pas me casser le cul, j'ai déjà plein de boulot, je ne vais pas passer des heures à le former alors qu'il se barrera et qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, je viens dans le donnant-donnant. Je ne suis plus dans le don parce que j'attends un retour immédiat. Dans le don, j'attendais qu'éventuellement il s'occupe de moi, mais je serais mort avant, donc je serais peut-être mort avant, donc il n'aura pas l'occasion, ou il donnera à d'autres, il le donnera à l'apprenti qu'il recevra lui aussi dans 10 ans. Donc, j'ai besoin pour que le don puisse exister, j'ai besoin qu'il y ait au moins imaginairement un temps infini, un temps énorme, un temps large. Si on réduit cette dimension de temps, mes échanges vont se réduire à du donnant-donnant. Si on réduit comme aujourd'hui la dimension de lieu, c'est pareil. C'est pareil. Bon, quand on est en visio, il y a plein de choses qui ne peuvent plus se dérouler, qui sont justement toutes les apartés, tout l'interstitiel, qui est la singularité d'un échange entre l'un et l'autre. Et là, on est dans le don et le contre-don parce qu'on choisit de parler plutôt à l'un, plutôt à l'autre, plutôt comme ci, plutôt de ceci, plutôt de cela. Et ça n'a rien à voir avec le sujet de la soirée, mais c'est du en plus, c'est du à côté. Mais c'est fondamental. Philippe Poubeau se demandait si le feedback pouvait être un contre-don. Alors, le feedback est tout à fait important. Alors, une fois de plus, don et contre-don, c'est la même chose vu d'un point de vue différent.
Si je veux travailler, j'ai besoin de feedback et je prends le feedback comme un don. Je le reçois comme un don. Quand je donne un feedback aux gens, ils peuvent le recevoir comme un contre-don. Moi, je peux prendre le feedback qu'ils me donnent comme un contre-don de ce que je leur ai donné. Mais a priori, une fois de plus, don et contre-don, ça dépend où je me situe dans l'échange. Comme on est dans une circularité, si on est dans une circularité de don et de contre-don, le contre-don est un don. C'est exactement comme l'histoire du transfert et du contre-transfert. Le contre-transfert, c'est du transfert. Ce n'est pas un transfert contre le transfert. C'est du transfert. On dit contre-transfert pour dire qu'on suppose que c'est le patient d'abord qui transfère, mais en réalité, ça se fait en même temps. Don et contre-don se superposent dans l'échange. C'est la description qui les isole et en situant un point d'origine, je situe l'origine du don. Donc, si ça c'est le don, l'autre c'est le contre-don. Mais en réalité, c'est deux dons superposés, plus ou moins visibles. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans l'idée que, justement, le don et le contre-don, ce serait, voilà, je peux dire ça c'est du don, ça c'est du contre-don. Non, c'est dans un échange où il y a du don des deux côtés, je peux le nommer plutôt, voire plutôt un point d'origine arbitraire, qui fait, quand quelqu'un vient me voir, ben, il m'accorde déjà une certaine confiance pour venir me voir. Même si c'est contraint et forcé, s'il me dit deux mots, ben, il me donne ces deux mots-là. Donc, c'est déjà du don. Le fait que je le reçoive, c'est à la fois un contre-don, mais je peux le définir comme la manière dont je le reçois, comme je lui donne mon attention, je lui donne mon truc. Tu vois, on peut mettre l'étiquette don contre don où on veut, puisqu'on est dans une circularité qui est une simultanéité d'échange. Après, c'est notre subjectivité qui privilégie une lecture plutôt qu'une autre. Au revoir, David. Au revoir, David. OK. OK. Dominique nous dit, une des exigences de notre métier en coaching, d'ailleurs de notre posture en coaching, est de tâcher d'être potentiellement useful plutôt que helpful. Alors, il va falloir que tu parles un peu anglais, là, François. Alors, oui, non, mais je comprends. Je comprends. L'avantage de l'anglais, c'est qu'il suffit d'un mot. En français, il faudrait faire une périphrase. Bah, non, être utile, moi je trouve que justement, être utile, c'est pas mal. C'est le helpful qui est difficile à traduire parce que c'est la volonté qu'on a ou l'envie qu'on a d'apporter quelque chose. Aidant. Oui, mais moi, quand je reçois un client, j'ai envie qu'il ressorte mieux qu'il n'est arrivé, j'ai envie de lui être utile, j'ai envie de lui faire du bien, j'ai envie qu'il soit plus heureux. Bien sûr que j'ai une envie, et alors c'est pas bien, il ne faut pas. Ah non, je ne dis pas ça, mais je dis que c'est important d'avoir un équilibre entre l'utilité potentielle, même si c'est parfois en étant un peu désagréable, un peu confrontant et pas en se valorisant soi-même. Moi, je ne me pose pas la question, je suis désagréable, donc je ne me pose pas la question. Donc, alors, on est d'accord. Mais ça ne dépend pas de moi. Moi, je défie qui que ce soit de me dire quelque chose que je ne prendrai pas de travers si j'en ai envie. Donc, a priori, je ne me préoccupe pas d'être agréable ou désagréable, je me préoccupe de ce que la personne m'apporte et de le recevoir comme quelque chose d'intéressant qui parfois me met en difficulté, mais c'est comme un jeu de patience, c'est comme une énigme, c'est comme une devinette, c'est comme un truc et que je trouve que de toute façon, il m'aide à faire mon boulot en faisant ce qu'il fait. Donc, c'est lui qui est helpful, c'est lui qui est useful. Moi, je dois être useful, lui, il est helpful, il m'aide à faire mon boulot. Et donc, en faisant mon boulot, je l'aide à faire sa part de boulot. Est-ce que c'est clair tout ça? Donc, vous trouverez dans un merveilleux ouvrage qui s'appelle « Les trois logiques de l'échange », les trois logiques systémiques de l'échange, donnant, dû et don, vous trouverez beaucoup plus d'informations et ça développé un peu plus, c'est plus illustré que ça. Maintenant, on ne va pas passer quand même la nuit ensemble. Hein. Je m'en voudrais d'empiéter sur votre vie privée. Non, mais justement, je me dis, est-ce qu'il y a une dernière remarque? Je vois que les gens commencent à partir. Remarque, question pour François, avant de clore et de le remercier pour ces échanges très riches.
à part les murs, qui a décidé qu'il était présent. Écoute, en tout cas, tu sais que c'est un chat coach. Ouais. Un mot sur la coopération, ce mot, c'est un bouquin qui va sortir bientôt. Donc, je peux vous le dire. Ouais. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'on a parlé de circularité, on a parlé de ces 3 logiques. Moi, j'avais, et je trouve intéressant, moi, ce que je retiens au-delà, et je te reverrai bientôt, mais c'est ce côté, effectivement, de se dire, dans notre démarche de coach, cette porte de se dire par quelle porte d'entrée arrive notre client et comment, voilà, et quoi en faire, et de se dire qu'on a tous les 3 portes. Ça m'a fait penser aussi à, on a tous d'autres choses. Et puis, voilà, aussi… On n'a pas besoin de voir les 3 tout le temps, mais on a besoin de savoir qu'elles existent tout le temps. C'est important, qu'on est toujours dedans, parce que c'est ça la complexité de notre humanité. Exactement, et en quoi, en tant que coach, on accueille notre client avec ces 3 logiques qui sont plus ou moins présentes, parfois moins, parfois plus, et qui peut-être contribuent aussi à combien, et ça aussi je le garderai, qui est qu'on reçoit autant du client, voire plus, et que c'est de la bonne posture, c'est d'être dans la réception et pas dans le… d'avoir à l'esprit qu'on est dans la réception, en tout cas, dans le recevoir. OK. Eh bien, écoutez, bonne soirée. Il n'en reste plus beaucoup, mais bonne nuit à vous. Merci en tout cas encore, François. Et merci de votre écoute et de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Salut tout le monde. Merci, bonne soirée. Salut. Merci beaucoup. Très intéressant. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.